à toutes et à tous, merci de nous être fidèles, vous êtes les bienvenus dans Automoto et bienvenue ici à Monza, l'un des temples de la vitesse au secours cet après-midi, bien sûr le Grand Prix d'Italie de Formule 1, la 14e manche de la saison, 6 points seulement, vous le savez, 6 points séparent Kylian de Schumacher au classement du championnat du monde, ça va être chaud, d'autant qu'on a 2 Ferrari en première ligne au départ tout à l'heure, ça va être assez extraordinaire dans ce chaudron de Monza, départ à 14h bien sûr en direct sur TF1, mais dès ce matin vous découvrirez le tour du circuit, le résumé des essais qualificatifs, l'autre écurie italienne, la petite Scuderia Minardi. L'important, c'est le rôle des pneus dans la guerre McLaren-Ferrari. Enfin, de superbes images d'archives, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Mais aussi l'échappée belle d'Olivier Jacques au championnat du monde de vitesse moto 250 et une large page produit avec les nouvelles Xara, Mini et Volvo S60. On commence avec l'autre actualité de ce week-end en sport mécanique, c'est bien sûr le rallye de Chypre en championnat du monde. Vous savez qu'en arrivant sur l'île, Marcus Gronholm, le Finlandais de Peugeot, menait au classement du championnat des pilotes devant Richard Burns. Oui, mais voilà, il a abandonné le Finlandais lors de la première étape avant-hier. Du coup, l'Anglais de Subaru en a-t-il profité? François Delcourt a-t-il pu défendre les intérêts de son équipier et ceux de Peugeot? Avant l'ultime étape aujourd'hui, voici les réponses de notre envoyé spécial à Chypre, Thomas Sénécal. Une vraie démonstration. Depuis le départ du rallye de Chypre, Carlos Sainz écrase la concurrence. Avec une Ford Focus toujours aussi impressionnante sur les terrains cassants, l'Espagnol a plus d'1 minute d'avance après 2 étapes. Battu par son équipier Macrae à l'Acropole, en panne de victoire depuis 2 ans, Sainz tient sa revanche. Il le doit à son intelligence. Illustration dans ce virage où la Subaru de Burns, 4e, passe à droite de l'arbre. L'Écossais Colin Macrae, 2e du général, choisit lui aussi l'extérieur. Arrive alors Carlos Sainz qui jette sa Ford à la corde entre l'arbre et le précipice. Prise de risque calculée, clairvoyance. À bord, Sainz et Moya ont l'air contents de leur coup. J'ai assez d'expérience pour dire que si je dois gagner, j'y parviendrai. Mais attention, ce n'est pas encore fini, vous savez. Il y a 2 ans, j'ai perdu le championnat du monde à 300 mètres de l'arrivée. Maintenant, je suis blindé contre toutes les mauvaises surprises qui pourraient m'arriver. Derrière les Ford, François Delecourt occupe ce matin la 3e place. Sur ce tracé très sinueux, le Français est bien aidé par sa boîte de vitesse semi-automatique et par l'agilité de sa 206. Gauche à fond, puis droite 105. Mais surtout, Delecourt répond présent sur ce rallye où on l'attendait. Un rallye nouveau, inconnu de tous, où les vieux briscards du mondial ne profitent pas de leur connaissance du terrain. Beaucoup de difficultés à aller chercher Carlos qui va très très vite devant et ça me paraît totalement impossible. Il fait un rallye incroyable. Ici c'est un rallye où tout le monde est sur le même pied d'égalité et regardez le résultat, c'est qu'on est tous pareils, on se bat à la seconde avec les ténors habituels qui maîtrisent plus parfaitement tous les terrains en règle générale. Quelques-uns de ces ténors manquent à l'appel. Ici, Gronholm est arrêté, en panne. Nous avons eu un problème avec l'alternateur et dans la 6e spéciale, nous avons perdu toute la puissance. La voiture s'est arrêtée, impossible de repartir. Après un bon départ, le rallye de Didier Auriol vire au calvaire. En panne de direction assistée dans un tronçon de 800 virages, Auriol termine à bout de force et abandonnera quelques kilomètres plus loin sur un problème mécanique. Pour l'Allemand Armin Schwarz, c'est encore plus violent. Il détruit sa toute nouvelle Skoda dès le 2e chrono. Dans cette hécatombe, le Martiniquais Simon Jean-Joseph résiste. Ralenti par d'insolubles problèmes de suspension, le futur pilote officiel Subaru est toujours dans la course, 12e avant les 6 spéciales de cette dernière étape. Conclusion aujourd'hui donc de ce rallye de Chypre et on en tirera les enseignements dimanche prochain dans Automoto. Un mot des circuits français, c'était la rentrée la semaine dernière là aussi. À Albi dans le Tarn en Formule 3, c'est Thiago Monteiro qui s'est imposé. Le Portugais qui avait signé la pole position l'a emporté devant son équipier de l'écurie ASM Julien Beltoise. Mathieu Zangarelli complète le podium. Au championnat, Jonathan Cochet occupe toujours la tête. Et puis sur ce même circuit d'Albi, le Super Tourisme a vu l'apparition de la nouvelle Xara Silhouette aux mains notamment de l'autre fils Beltoise, l'aîné
Anthony. C'est Patrick Herbert qui a gagné la première course et William David la deuxième, tous deux sur Peugeot 406. David qui est largement en tête du championnat. Puisqu'on parle des Français qui marchent bien en ce moment, on va continuer, mais cette fois-ci avec la moto. Le Grand Prix du Portugal avait lieu la semaine dernière pour la première fois sur le circuit d'Estoril et ça a bien marché pour les tricolores. Laconi a fait un bon résultat en 500. Arnaud Vincent est monté sur le podium en 125 et tout de suite, bien sûr, en 2,5. Eh bien, nous allons voir la bonne opération réalisée par Olivier Jacques. Envoyé spécial à Estoril, Laurent Goric. Voilà très probablement le tournant du championnat 250. Dès le début de course, Ukawa chute au milieu de la piste, juste sur la trajectoire de Nakano, qui tombe à son tour. Un accident très spectaculaire, heureusement sans gravité pour les deux pilotes, mais avec d'importantes conséquences au classement général. Vu de la moto de Nakano, on constate qu'il ne pouvait vraiment pas éviter la machine de son adversaire. Ukawa et Nakano étaient les deux plus dangereux adversaires d'Olivier Jacques pour l'obtention du titre de champion du monde. Le Français, alors deuxième de ce Grand Prix du Portugal, a donc pris la précaution de rester sur ses roues jusqu'à l'arrivée pour s'assurer les points de la deuxième place. 20 tours particulièrement délicats à cause des rafales de vent qui soufflaient sur le circuit d'Estoril. Je pensais qu'à une chose, c'était essayer de rester sur la piste. D'ailleurs, par endroits, j'étais obligé de freiner au milieu de piste tellement le vent était fort et me poussait à l'extérieur de ma trajectoire. Et puis bon, passer la ligne d'arrivée, effectivement, j'ai pu réaliser que j'avais fait une superbe opération. Avec désormais 27 points d'avance sur Nakano et 36 sur Ukawa, Olivier Jacques envisage sereinement l'avenir, mais sans s'emballer. J'aurais pu moi aussi tomber ce week-end, donc il faut rester serein et puis continuer comme ça, sans pour autant se précipiter. À noter dans cette catégorie la bonne performance de Sébastien Gimbert, 9e, ainsi que la belle prestation de Vincent Philippe, qui se battait pour la 5e place, mais qui à cause de cette chute, ne termine que 13e. Au classement général, Deijiro Kato, vainqueur au Portugal, conserve sa 4e place, mais se rapproche d'Ukawa. Bonne journée pour les pilotes français, puisqu'en 500 cm3, Régis Laconi obtient son meilleur résultat de la saison en terminant 5e. Mon but était justement d'être beaucoup de fois dans les Grands Prix, dans les top 5, et je fais encore un Grand Prix de plus dans les points, mais là avec des vrais points, des points d'homme comme on dit, donc c'est ça qui est super sympa. Moins sympa en revanche, la chute de l'Espagnol Sete Giberno, une chute impressionnante, survenue peu après la mi-course, alors qu'il occupait la 3e position. Devant, c'est le coéquipier de Laconi, Gary McCoy, qui s'impose pour la 2e fois de l'année. Week-end parfait pour l'Australien, puisqu'après avoir réalisé le meilleur temps des essais, il a mené la course en solitaire pour finir avec 5 secondes d'avance sur Roberts. Au classement général, c'est d'ailleurs ce même Roberts qui occupe toujours la 1re place, 46 points devant Valentino Rossi, 3e à Estoril. Et enfin, en 125 cm3, excellent résultat d'Arnaud Vincent, qui monte sur la 3e marche du podium, alors que c'est l'Espagnol Emilio Alzamora qui remporte cette épreuve. Au classement général, Locatelli prend le commandement, alors qu'Arnaud Vincent remonte en 5e position. Et toujours en 125, Randy Depugné affiné à la 7e place. Prochain rendez-vous maintenant, dans une semaine, le Grand Prix de la ville de Valence en Espagne. Dans 3 semaines maintenant, c'est l'événement à Paris avec le mondial de l'auto, bien sûr. On en reparlera et on verra d'ailleurs à ce moment-là où nous en serons au niveau des carburants. En tout cas, parmi les nouveautés très attendues, la Mini, bien sûr, 2e génération. La voiture a grandi, pris de l'embonpoint. Elle dispose de tout le modernisme nécessaire apporté par BMW qui possède la marque. En revanche, elle reste reconnaissable au premier coup d'œil, dehors comme dedans, avec son gros compteur de vitesse centrale. Il y aura une version sport, la Cooper S, 160 chevaux. Les prix seront élevés jusqu'aux environs de 150 000 francs. Et puis côté français, c'est Citroën qui présentera le nouveau visage de Saxara. C'est surtout l'avant qui change avec cette nouvelle calandre et ses grands phares. À l'intérieur, notez 4 airbags en série et sous le capot, 2 nouveaux moteurs, 1600 et 2 litres. Autre nouveauté suédoise, celle-là, c'est la Volvo S60, une grande berline qui allie confort et sécurité, les vertus cardinales de la marque, bien sûr. Yves Géniès est allé la découvrir il y a 3 jours sur les routes suédoises. Avec la S60, fini l'austérité suédoise. La marque de Göteborg s'est lancée dans un rajeunissement complet de sa gamme et la dernière année confirme la volonté de Volvo de proposer des voitures performantes et esthétiquement attirantes. La remplaçante de la V70 est racée et offre des formes harmonieuses.
L'Aria est sans doute la partie la plus originale, avec ses gros feux façon S80 et surtout son pavillon fuyant qui lui donne des allures de faux coupé. Équipée en série de jantes alliage et de 4 disques, la S60 marie dynamisme et efficacité. Une fois à bord, les sièges enveloppants très sport vous offrent toute possibilité de réglage, associés au volant orientable en profondeur et en hauteur. Il ne vous reste plus qu'à apprécier les commandes ergonomiques comme le levier alu innovant. Côté mécanique, le 5 cylindres turbo de la version essayée remplit allègrement le compartiment moteur. Le tableau de bord, emprunté à la S80, est austère mais complet. J'ai apprécié le GPS dans la campagne suédoise, la télé et le téléphone main libre en série sur la version Summum. Les commandes de climatisation sont simples et faciles d'utilisation. Le coffre est volumineux, mais la forme du capot limitera l'accès à des valises peu encombrantes. En empruntant la plateforme de la S80, Volvo propose un châssis déjà éprouvé, qui offre toute garantie en cas de choc frontal, mais aussi latéral. Toujours à la pointe du progrès, la firme suédoise a su utiliser ses connaissances pour offrir un véhicule associant différents systèmes de sécurité, notamment en l'équipant d'un dispositif intelligent où airbags et éléments structurels de carrosserie jouent un rôle déterminant en cas de choc. Techniquement, la S60 n'innove pas côté châssis, mais assure confort de conduite et tenue de route. Avec ses trains roulants déjà largement utilisés, à l'avant on retrouve un McPherson et à l'arrière, un essieu multibras. Côté performance, la S60 ne déçoit pas. Précise sur sol sec, la Volvo reste efficace sous la pluie. Bénéficiant d'une bonne répartition des masses et bien aidée par le moteur rempli à tous les régimes, associé à l'antipatinage et l'ABS. Pas de doute, c'est bien une Volvo avec un mariage réussi côté esthétique entre berline et coupé. La S60 se veut une sportive pour rajeunir l'image de marque de Volvo. Pari réussi côté esthétique, performance et équipement. Bref, la S60 va sans conteste prendre des parts de marché à la concurrence sur le créneau des berlines sportives. Le mondial de l'auto, donc je vous le rappelle, ce sera fin septembre, début octobre, porte de Versailles à Paris. Nous en reparlerons abondamment dans Automoto. Nous quittons les plaines suédoises pour revenir ici à Monza, au nord de Milan, pour vous présenter dans quelques instants ce Grand Prix d'Italie de Formule 1, la 14e manche de championnat du monde. Un Grand Prix qui s'annonce extrêmement chaud. À tout de suite. Deuxième partie d'Automoto. Bonjour, si vous nous rejoignez maintenant, nous sommes toujours sur l'Autodrome Nazionale de Monza où se court cet après-midi le Grand Prix d'Italie de Formule 1, la 14e manche de cette saison 2000, départ à 14h en direct sur TF1 bien sûr. Nous allons y consacrer maintenant toute la deuxième partie de cette émission. Vous savez que c'est très chaud sur la piste puisque tout à l'heure au départ on aura les deux Ferrari en première ligne avec Schumacher en pole position, on va y revenir. Et puis c'est très chaud également au classement du championnat du monde des pilotes où simplement 6 points séparent Mika Häkkinen, le leader, de Schumacher, son second. Tandis que David Coulthard, lui aussi, peut disputer le titre. Du côté des constructeurs, il y a simplement 8 points d'écart entre McLaren et la Scuderia Ferrari. Alors, avant donc de voir tout ce qu'il faut savoir sur ce Grand Prix d'Italie, eh bien, nous allons nous mettre cette piste de 5 km 972 qu'il faudra parcourir à 53 reprises cet après-midi. Nous allons nous le mettre en mémoire avec Jean Alési. Depuis maintenant un mois, ce sera la première fois qu'on sera compris ici avec deuxième freinage pour la deuxième variante, en deuxième accélération.
Merci Jean Alési. Et puis à surveiller cet après-midi, bien sûr, lors du Grand Prix. Les freins, ce sera l'un des facteurs cruciaux de cette épreuve. Surtout au bout d'une cinquantaine de tours, on risque d'avoir quelques surprises. Alors nous sommes devant chez Ferrari, bien sûr, parce que vous le savez, Schumacher a signé hier la pole position, la 29e de sa carrière, à bord d'une machine rouge, ici à Monza, le temple de la vitesse, devant 100 000 tifosi en délire. L'Allemand a véritablement chauffé au rouge ce chaudron de Monza, ainsi que vous le raconte Richard Micou. Dès le début des essais, Monza était déjà en effervescence avec sur la piste les Ferrari de Michael Schumacher et Rubens Barrichello, meilleurs de leur forme. Et comme cela, elles le seront durant toute la séance de qualification. Jean-Todt est tendu et on le comprend, à domicile Ferrari joue gros. Et c'est en observant les performances de Barrichello, normalement en retrait par rapport à Schumacher, que les membres de la Scuderia vont être rassurés. La Ferrari est parfaitement à l'aise sur ce tracé le plus rapide de la saison. Les tifosi peuvent exploser de joie, d'autant que les McLaren Mercedes sont en retrait. Après des essais libres difficiles, Mika Häkkinen va peu à peu remonter dans la hiérarchie, mais pas suffisamment pour aller chercher son principal rival pour le titre, qui va signer la pole position 10 minutes avant la fin de la séance, à la plus grande joie des supporters de la Rossa. La suite ne sera qu'anecdotique. David Coulthard, plus en retrait encore que Mika Häkkinen, va devoir se battre pour ne pas sombrer dans le classement avec une McLaren Mercedes en délicatesse, contrairement à la Ferrari de Barrichello, toujours dans les temps de celle de Schumacher, son chef de file. Et pour la première fois de la saison, deux Ferrari monopolisent la première ligne, séparée seulement de 2 centièmes de seconde. Ça promet pour la course. Autre performance de premier plan, celle de Jacques Villeneuve, 4e avec la Baronda. Le Canadien s'est lui-même surpris. La voiture était quand même difficile à piloter, beaucoup de sous-virages. Et là, en qualif, la voiture allait bien. On n'a fait aucun changement pendant toutes les qualifs, juste mis des pneus neufs et essayé de faire un tour sans faire d'erreur. Jarno Trulli, très en verve durant les essais libres, n'a pu confirmer tout son potentiel malgré sa grande détermination. Devant son public, le pilote Jordan n'a pu rééditer sa performance de Spa-Francorchamps. L'Italien n'a réalisé que le 6e temps. Déception également pour David Coulthard qui, dans sa dernière tentative, va buter sur Frentzen au freinage de la première chicane. C'est ici que l'Écossais a perdu toutes ses chances de déloger Villeneuve du 4e rang. Son équipier Häkkinen, lui aussi, a tout tenté dans les ultimes minutes, mais en vain. Schumacher était hier le plus fort. Reste maintenant au pilote Ferrari à confirmer en course et à se montrer prudent à l'amorce de la première chicane. Avec Michael Schumacher et Rubens Barrichello, la première ligne de la grille de départ de ce Grand Prix d'Italie sera donc toute rouge, avec derrière eux, prêts à bondir, Mika Häkkinen et Jacques Villeneuve. Déception pour David Coulthard et Jarno Trulli, 5e et 6e, alors que l'on retrouve sur la 4e ligne Ralf Schumacher et Heinz-Harald Frentzen. Difficile qualification également pour Fisichella, contrairement aux Arros de De La Rosa et Verstappen. Button, lui, ne pointe qu'au 12e rang, c'est moins bien qu'à Spa. Les Jaguars, elles, sont en retrait, tout comme les Sauber, alors que les Prost Peugeot de Jean Alési et Nick Heidfeld se partagent la 10e et avant-dernière ligne, juste devant les Minardi. Formidable séance de qualification et formidable première ligne toute rouge donc ici à Monza. Regardez déjà les dépôts de gomme qui sont dans cette première chicane, celle qui est à la fin de la ligne droite des stands. Une première chicane qui a fait couler beaucoup d'encre, notamment au sujet du départ. Vous le savez, lorsque tout à l'heure à 14h à l'extinction des feux, les 22 voitures vont se présenter en peloton et qu'il faudra freiner, passer de 330 à peu près à 70-80 km/h. Eh bien, le poleman, Michael Schumacher, a tenu à mettre en garde ses petits camarades. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que c'est très étroit. Donc s'il y a un problème, on identifiera vite le ou les coupables. Je crois qu'avec un peu de bon sens, ce premier virage peut se dérouler sans accident. Voilà donc pour cette première chicane, le départ et la vie de Michael Schumacher. Cet après-midi, dans F1 à la Une, vous entendrez cet homme, l'un des enfants du pays, Jarno Trulli, le long entretien qu'il a accordé à Gilles Pernet. En voici un extrait ce matin. Trulli qui est qualifié en 6e position sur la 3e ligne au départ et donc qui va être un sérieux candidat cet après-midi pour un bon résultat. Jarno nous parle de sa saison jusque-là et notamment de la malchance qu'il a frappée. Pour 2 fois, je suis parti en première ligne à Monaco et à Spa la dernière fois, mais on n'a jamais vraiment
chercher ou trouver le résultat qu'il faut. On a loupé vraiment trop de bonnes chances parce que on a vu toujours des soucis et aussi moi, sur mon côté, je peux dire que la chance, j'avoue pas beaucoup de chance. L'entretien complet avec Arnaud Trulli cet après-midi, donc dans F1 à la Une. Trulli qui avait débuté en Formule 1 il y a 3 ans maintenant au sein de cette petite écurie Minardi, celle que l'on a coutume d'appeler la petite Scuderia italienne. Il n'y en a que pour Ferrari ici dans la péninsule de l'autre côté des Alpes et pourtant il y a ces hommes qui ont la passion chevillée au corps. Ils ont disputé leur 250e Grand Prix de Formule 1 à Spa il y a 15 jours et chez eux il y a des Français, notamment le team manager. Ces hommes passionnés, c'est Richard Micou qui nous les présente. Ce qui frappe avant tout dans cette équipe, c'est l'humilité. Souvent loin du regard des caméras, faute de résultats probants, ces acteurs pourtant travaillent sans compter avec une détermination qui n'a sans doute pas d'égal dans la discipline. C'est la force de Minardi aujourd'hui, de tous ces hommes. C'est une passion incontrôlée pour la Formule 1. Ils sont capables de faire n'importe quel sacrifice pour aller de l'avant. Minardi n'a pas, par exemple, une équipe essai. Donc, ce sont les mêmes hommes qui se retrouvent aussi bien pendant la course et la semaine suivante sur un autre circuit pour faire les essais et puis après repartir pour la course. Alors que toutes les autres équipes, toutes sans exception, ont une équipe essai et une équipe course, ce qui félicite beaucoup la vie. Comparé à Ferrari qui compte un effectif de 500 personnes, Minardi c'est 5 fois moins, soit une centaine de salariés au total. Un exemple révélateur des différences de moyens. C'est la formule débrouille parce que quand on sait qu'on n'en a pas assez, il faut faire 100. Lorsque nous commandons une pièce, nous la commandons vraiment pour ce qui est nécessaire et non pas 50 parce que ça fait mieux, ça coûterait... C'est surtout la gestion qui est très importante. On sait dès le départ qu'on a très peu d'argent, il faut faire avec. Minardi, l'arbuste caché derrière la forêt Ferrari en Italie, l'autre Scuderia qui a cependant le mérite d'exister, témoin un autre Français, le second, à avoir rejoint l'équipe transalpine. Je dirais que c'est avant tout l'esprit familial ici, tel qu'il y avait en Formule 1 il y a 10 ans, je dirais, où j'ai connu d'autres équipes auparavant aussi comme la Rousse par exemple. Je dirais que c'est surtout une équipe assez motivée et très familiale, où l'ambiance est très très bonne. Voilà. Certes, Minardi évolue sans pression, contrairement à Ferrari. Tous les regards ici en Italie sont en majorité tournés vers le géant de Maranello, même si les vrais passionnés, eux, ont une pensée pour la petite équipe de Faenza. Les tifosi Minardi je pense qu'ils sont plus authentiques, non? C'est un peu comme les gens qui travaillent à Minardi. Chez Minardi, ils ne le font pas pour l'argent. Ils le font parce qu'ils aiment la Formule 1. Je pense qu'avec les fans, c'est une chose pareille, non? Et pour les pilotes, c'est spécial. Quand on voit un drapeau, quand on voit une personne avec un casquette Minardi, on pense on fait toujours le maximum, mais on doit faire encore plus que le maximum pour des gens comme ça. Et sur la piste, Marc Genet le fait plutôt bien avec une monoplace équipée du moteur Ford Client, l'un des moins puissants du plateau. Une faiblesse qui devrait être comblée dès l'an prochain puisque Minardi disposera du V10 Supertech. Puisqu'on est chez Minardi, on y reste. Regardez cette curieuse machine à laver, tout en carbone. Une invention de Frédéric Desnaux, le team manager que vous venez d'écouter dans ce sujet de Richard Micou. Eh bien, une nouvelle machine pour laver les pneus, figurez-vous. Le mécanicien n'a plus à le faire lui-même. Désormais, le pneu est propre en l'espace de 2-3 minutes. Vous voyez comment il y rentre. Il est bien sûr chargé des déchets que le pneu a pu ramasser tout à l'heure sur la piste. Et il sortira comme neuf. Les pneus Bridgestone, bien sûr, seront l'un des éléments clés du débat, du duel entre McLaren et Ferrari pour cette fin de championnat. Il reste 4 courses. L'équipementier japonais va-t-il favoriser l'un des deux ou au contraire est-il forcé bien sûr de les fournir à égalité? Voici l'enquête de Richard Micou. Le directeur technique de Bridgestone lui a répondu. McLaren, comme Ferrari, effectue des essais privés pour le compte de Bridgestone. Alors, à qui l'avantage sur la piste? Si nos pneumatiques étaient spécialement conçus pour les McLaren et pas pour les Ferrari, les McLaren seraient en pole position à chaque course. Mais en réalité, ça n'est pas le cas. Ferrari a réussi un grand nombre de pole positions cette année. Seulement, ils dégradent plus vite leurs pneus que McLaren. Sans doute parce que McLaren a développé sa voiture
avec des réglages spécifiques qui permettent de préserver davantage les gommes. Les pneus de cette année ont tendance à s'user de façon significative. On les a dessinés comme ça. Et McLaren appréhende mieux ce phénomène que d'autres équipes. Et au-delà des pneus, un autre paramètre est à prendre en considération, l'électronique. Difficilement contrôlable par les hautes autorités, cette dernière est aujourd'hui sans limite, contrairement à la réglementation. Une épine supplémentaire donc, qui ne manquera pas de pimenter la fin de saison. La suspicion en effet porte sur le différentiel de la McLaren Mercedes, vu les performances affichées lors des derniers Grands Prix. Voilà, l'électronique, donc le différentiel, les règlements de compte devant la fédération. Affaire à suivre. Nous sommes avec Luciano Berti, qui était jusqu'à présent le 3e pilote de l'écurie Jaguar et qui est titularisé pour la saison prochaine au volant donc de la Jaguar aux côtés d'Eddie Irvine. Luciano, congratulations. Luciano, félicitations. C'est une super saison qui s'annonce pour vous l'an prochain. Je suis vraiment fier de conduire en Formule 1, spécialement pour Jaguar. Il est chargé d'histoire. Je suis vraiment très fier. On se souvient que vous avez remplacé Eddie Irvine en Autriche. Je pense que pour moi, l'Autriche a été un déclencheur. Parce que cela m'a aidé pour signer ce contrat. Et j'espère qu'avec les tests que nous avons effectués, je pourrai m'exprimer pleinement en course l'an prochain. Luciano, vous êtes brésilien, mais vous semblez très calme. Les Brésiliens n'ont pas tous le sang chaud, certains sont calmes, certes. Mais je me distingue peut-être des Brésiliens. Bonne chance pour l'an prochain. Berti, donc la saison prochaine chez Jaguar. On parle également de l'arrivée de Barry Green, puisqu'on en parle des transferts de Barry Green, qui est le patron d'une écurie d'IndyCar, aux côtés de Greg Pollock à la direction de l'écurie Barr. Et puis Zonta, l'autre Brésilien, lui est toujours entre deux chaises, entre Sauber pour un siège de titulaire et le 3e poste de pilote essayeur donc chez McLaren Mercedes. Tout de suite, on voit la gazette de ce Grand Prix d'Italie avec Pierre Van Vliet et on commence par un anniversaire, les 10 ans de l'écurie d'Eddie Jordan. C'est pas triste. C'était à Donington dimanche dernier, la fête à Jordan, EJ10, 10 ans déjà que l'écurie irlandaise a débuté en Formule 1. Près de 20 000 supporters étaient au rendez-vous. C'est une journée fantastique. Pour nous, heureusement avec du beau temps, à ce rendez-vous particulièrement sympathique. Je suis très excité par le succès populaire de l'événement. Les gens ont l'air heureux et cela me rend heureux aussi. Pour mieux boucler la boucle, après Trulli et Frenzen sur le J10, c'est John Watson qui a pris la piste sur la J190 qu'il avait baptisée il y a 10 ans. Comme il se doit, la journée s'est terminée en musique pour Eddie Jordan, le batteur, dans une ambiance très rock'n'roll. Autre célébration ce week-end pour le fournisseur de moteurs de Jordan et partenaire de l'écurie Barr, Honda, qui participe à son 200e Grand Prix aujourd'hui à Monza, tout un symbole pour le constructeur japonais, plus d'un quart de siècle après ses débuts en F1. On se souvient notamment du succès de John Surtees à Monza en 1967, à Jacques Villeneuve, qualifié en 2e ligne, d'aller cueillir d'autres lauriers cet après-midi. Comme beaucoup de tifosi, les fameux spectateurs italiens, j'ai pris ma petite échelle et je suis monté là sur l'ancien anneau de vitesse de l'autodrome de Monza. Vous voyez qu'il s'en va derrière dans la forêt. On vient de voir des images d'archives. Et bien on va se faire un petit plaisir, on va en regarder d'autres. Les plus anciens d'entre nous et ceux qui sont férus de cinéma ont vu et revu maintes fois le film Grand Prix de John Frankenheimer, un film tourné dans les années 60 avec notamment Yves Montand et Françoise Hardy et James Garner. Il y avait des pilotes de l'époque qui jouaient leur propre rôle, notamment Jackie Stewart, Graham Hill ou encore Jim Clark. James Garner, il est revenu ici à Monza, là où se passait la dernière scène de ce film il y a une trentaine d'années. Il y est revenu il y a quelque temps avec Jacques Villeneuve, le Québécois, qui est monté dans une auto d'époque. Regardez.
quelle belle image, Jacques Villeneuve et James Garner en conversation sur le banking, la partie inclinée de l'anneau de vitesse que comportait ici l'ancienne piste de Monza, l'ancienne piste de ce circuit du Grand Prix d'Italie. Donc vous savez que dans 15 jours, la Formule 1 effectue son retour aux États-Unis, un Grand Prix des États-Unis pour la première fois depuis 9 ans. Villeneuve, on le retrouvera la semaine prochaine dans Automoto car il nous expliquera en long, en large et en travers les vertus de ce circuit sur lequel va se découvrir ce Grand Prix, lui qui avait été sacré champion IndyCar en 1995. Tiens, ce Grand Prix des États-Unis, c'est l'objet de la question de la semaine. Après Monza ce week-end, sur quel circuit mythique aura lieu le prochain Grand Prix? Répondez à cette question et jouez sur Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 08 36 68 90 04. 2 d'entre vous gagneront un ordinateur multimédia équipé notamment d'un graveur et d'un volant retour de force avec pédalier et 10 autres un CD-ROM de Formule 1. Allez, à vous de jouer comme d'habitude. On se dépêche. Je rejoins mon camarade Pierre Van Vliet. Pierre, les dernières infos du warm-up ce matin? Eh bien, c'est la surprise avec le meilleur temps pour Ricardo Zonta sur la barre Honda. Bon, la barre Honda est très compétitive. On l'a vu en qualification avec Villeneuve. Bon, Zonta a peut-être pas trop d'essence ce matin pour faire le meilleur temps devant Hakkinen, Schumacher et Coulthard. Mais il y a des stratégies décalées qui se préparent pour le Grand Prix. Certains vont y aller avec très peu d'essence et donc s'arrêter 2 fois. Peut-être même Schumacher en pole position. Et puis d'autres, Barrichello, voire une McLaren, pourraient partir avec beaucoup d'essence et donc un seul arrêt. Et puis le suspense, bien sûr, de la tenue des pneus, la tenue des freins et de cette fameuse première chicane au départ. Pierre n'est pas fou, il s'est rapproché de la Combuse. Vous savez qu'ici, c'est le dernier Grand Prix en Europe. C'est la dernière fois donc qu'on voit tout ce paddock avec tous les camions, ce qu'on appelle les hospitalités. Par exemple, ici, nos amis de Peugeot et de Prost sont en train de préparer le déjeuner tout à l'heure. Il y a la Bob, il y a la Vincent, Stéphane. On les remercie, ainsi que tous les amis de Benetton, de Supertech. Pour ce qui est des Français, de nous accueillir tout au long de l'année. On les retrouvera avec plaisir l'an prochain. Vous n'oubliez pas de nous livrer votre pronostic pour ce Grand Prix sur le www.tf1.fr. Il y a des voitures à gagner et on se retrouve tout à l'heure à 13h15 pour F1 la Une. À tout à l'heure, bon appétit. Toute l'actualité auto et moto continue sur internet, tf1.fr.